Voici Times Square en version sino-tibétaine, les Champs-Élysées de Lhasa, conçus et réalisés par les Chinois. Ici tout est neuf, pas une seule pierre des rues historiques n'a été préservée. La nuit venue, les allées du quartier sont remplies de vacanciers et d'hommes d'affaires chinois qui résident dans des hôtels chinois, eux aussi. La prostitution est en pleine explosion. Mais dans ce cas précis, les autorités ferment les yeux. C'est dans le quartier rouge de la ville que nous allons rencontrer un Tibétain, représentatif d'une certaine jeunesse de Lhasa, entre lucidité et résignation. Mais vous pouvez voyager à l'étranger? Impossible pour moi. Pourquoi? Parce que je suis tibétain. Mais qu'est-ce que vous pensez de la Chine? Moi, je ne parle pas de politique. Je ne veux pas dire un mot à ce sujet. Tu sais, c'est vraiment très dangereux de parler de ça. C'est comme ça depuis 2008. Donc, moi, j'ai choisi pas un mot sur la politique. Mais parler de musique, c'est possible. Troisième jour. Nous quittons la capitale tibétaine, vers l'ouest semi-désertique. Devant nous, les chaînes de montagnes les plus hautes de la planète. Mais des tunnels, des routes flambant neuves les traversent. La sinisation du Tibet se fait à marche forcée. Pourquoi la région est-elle si importante pour Pékin? L'une des explications tient certainement dans l'obsession du gouvernement chinois, le manque d'eau. Et de l'eau ici, il y en a, beaucoup. Ce lac est l'un des plus sacrés du Tibet. Effleurer ses eaux magiques est un péché. Cela n'a pas empêché les Chinois d'y construire une centrale hydroélectrique. Un tiers des ressources hydrauliques du pays vient de là. Ce n'est pas tout. 90% des forêts tibétaines ont déjà disparu et les montagnes, révérées par la population, elles sont saccagées pour leurs ressources minérales. Or, uranium, gaz, des dizaines de milliards d'euros de revenus. Mais le Tibet est toujours la province la moins prospère de Chine. Et pour les paysans de ces régions reculées, héritiers d'une culture millénaire au cœur de l'Himalaya, l'horizon s'arrête sur les marches du progrès à la chinoise. Je suis d'ici. Je suis né là, juste derrière la maison. Mon espoir, c'est que mes 3 enfants réussissent à l'école. Mais les envoyer à Lhasa, je pense que c'est impossible. Moi-même, je n'y suis jamais allé. Le futur du Tibet, je ne sais pas, mais il faut que le Tibet soit toujours le Tibet. Il y a 2 autorités séculaires au Tibet, le Dalai Lama, en exil, et le Panchen Lama, le soleil et la lune. L'actuel Panchen Lama est un faux. Il a été choisi par Pékin. La première apparition publique orchestrée par les autorités de ce moine communiste a eu lieu dans ce temple en 2006. Étrangement, la population a acclamé le chef religieux illégitime. Il y a d'ailleurs moins de sécurité qu'ailleurs dans le monastère, comme si Pékin était sûr de son emprise. Dans les rues, on trouve des photos de la répression des révoltes tibétaines, à côté de celles des dirigeants chinois en visite. La propagande et la peur ont-elles eu raison des habitants? Les premiers effets se font en tout cas ressentir sur la jeunesse, où acculturation rime parfaitement avec assimilation. Panchen Lama. Et votre Panchen Lama, il est à Pékin? Beijing. Panchen Lama. Oui, notre Panchen Lama est à Pékin. Et le Dalai Lama? Dalai Lama. Le Dalai Lama, je ne sais pas où il est. Ah si, il est en Inde. Nous arrivons au 7e jour, aux limites de ce que nous autorise le permis de voyager au Tibet. Et là encore, nous découvrons de vastes chantiers, avec le migrant chinois au cœur du dispositif. Les Tibétains, trop souvent relégués au rôle de témoins muets. Difficile de prédire ce que sera le Tibet dans 5 ans, à force de répression, d'assimilation culturelle et d'occupation militaire. La seule certitude, c'est que le Tibet est déjà l'ombre de ce qu'il a été.
Et avec nous sur le plateau de Reporter, on retrouve Cyril Payen, notre correspondant en Asie, qui a tourné ces images donc exclusives dans les conditions que vous nous expliquez il y a quelques minutes. Dans ce pays donc qui n'est plus que l'ombre de ce qu'il a été, c'est votre phrase de conclusion. Et il y a une image qui frappe particulièrement, c'est celle de ces soldats chinois armés d'extincteurs, à la fois pour éteindre le feu de ceux qui veulent s'immoler, on en a vu dans votre reportage, mais aussi finalement pour éteindre toute forme de contestation dans la société tibétaine. Absolument, et c'est un processus qui est en marche et qui est... les Chinois ne lésinent pas sur les moyens pour la sécurisation du Tibet. Mais effectivement, les Tibétains en sont là. C'est un acte extrêmement violent. Ce sont des gens qui sont profondément bouddhistes et c'est un péché, selon les préceptes du bouddhisme, que de se donner la mort comme ils le font. Mais ils n'ont pas d'autre moyen que de faire ce genre d'acte en public afin que ça soit filmé, que ça sorte du Tibet. On en est là au Tibet, les gens qui veulent exprimer leur opinion et dénoncer la politique chinoise doivent s'immoler par le feu et les Chinois ne peuvent rien faire que patrouiller en permanence avec effectivement cette image. Et car ces images, évidemment, lorsqu'on les voit, bouleversent le monde entier et donnent envie peut-être de se mobiliser davantage pour le Tibet. Puis il y a aussi ce message qu'on entend à un moment donné à l'entrée de, je sais pas quel... l'un des temples, oui. L'un des temples qu'on peut visiter, où on parle de société harmonieuse et civilisée. On demande aux gens de collaborer avec la police. Ça fait froid dans le dos. Et c'est tout à fait symptomatique des moyens que mettent les autorités chinoises pour mater toute forme de contestation tibétaine, pour mettre au pas les moines, les gens, pour éviter, pour les formater, pour les assimiler, par la force, ni plus ni moins. Et c'est vrai que ce message est vraiment symbolique, il exprime parfaitement ce qui se passe actuellement à Lhasa. Et c'est extrêmement choquant depuis le jour numéro 1 jusqu'au 7e. Ça n'a pas cessé. C'est un monde orwellien, ultra sécurisé. On est suivi en permanence et c'est le quotidien de millions de Tibétains. Voilà, on le voit, c'est l'image qui est derrière vous. D'ailleurs, c'est à l'entrée de ce temple qu'on entend ce message. En même temps, cette acculturation, cette destruction de la société tibétaine, c'est pas nouveau. C'est dans la stratégie chinoise depuis la révolution culturelle des années 60. Oui, mais c'est contradictoire quand on voit le pouvoir du Dalai Lama, qui est un personnage, une figure internationale, le lobby tibétain qui est important, et on pourrait attendre au moins de la communauté internationale de mettre un peu plus le pied et le pavé dans la mare et d'en parler, puisqu'il y a beaucoup d'échanges de marché avec Pékin, on le sait, et sur ce point, rien n'est fait, et c'est pour ça que des 120 Tibétains se sont immolés par le feu. Ils n'ont que cet acte, ils n'ont que cette manière de s'exprimer. Merci beaucoup Cyril d'être venu sur ce plateau et de nous avoir livré ces images tournées avec Pierre Véraud, images totalement clandestines qui nous permettent de découvrir la réalité du Tibet aujourd'hui. Merci à vous d'avoir suivi cette émission et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Reporter sur France 24.